Je ne pensais pas avoir la chance de parler un jour sur ma chaîne d'une nouvelle série basée sur l'univers de Game of Thrones. Et croyez-moi, il y a déjà beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Salut à tous, c'est Vince alias non plus Amergame mais bien Plottime, et pour ça je vous renvoie sur ma vidéo précédente pour vous donner les explications de pourquoi j'ai changé le nom. Bref, quoi qu'il en soit, ça ne changera rien sur ma chaîne, je vais continuer d'aborder le même type de sujet. Et on commence d'entrer en beauté avec une série Game of Thrones, House of the Dragon, une série créée par Ryan Condal ainsi que Nigel Sapochnik. La série a donc débuté le 21 août 2022 sur HBO, puis sur OCS quelques heures plus tard en France. House of the Dragon est donc une préquelle à la série Game of Thrones. Et ce n'est pas une préquelle sortie comme ça d'un chapeau, elle a été adaptée d'un roman du nom Feu et Sang, toujours écrit par George R.R. Martin, qui a également participé au développement de la série, et ça reste une bonne nouvelle. Un roman que je n'ai pas lu, et ça, c'est une très grosse erreur, car je voulais vraiment me mettre à jour sur les livres avant que cette série ne sorte, mais là j'avais carrément trop de trucs à lire à côté, donc je me rattraperai pour la saison 2, en tout cas s'ils en font une. Et à ce moment-là, je serai peut-être prêt à vous préparer une grosse vidéo pour vous donner mon avis sur la série d'origine Game of Thrones, la masterclass de l'époque. J'ai une tonne de choses à dire dessus, notamment le fait qu'il a fini par s'essouffler lorsqu'elle s'est éloignée des livres. Et c'est comme ça que certains ont réussi à me convaincre de regarder House of the Dragon, parce que la grande différence avec les dernières saisons de Game of Thrones, c'est que là, c'est vraiment adapté d'un livre, réputé pour être presque aussi bon que le Trône de Fer, et ça sera donc proprement adapté de ce gros bouquin divisé en 4 saisons de 10 épisodes. Normalement. Et ça, pour le coup, j'ai envie de dire oui. Mais avant d'aller plus loin, je vais aborder beaucoup de sujets différents dans cette vidéo, notamment certaines polémiques qui ont tourné autour de la série avant sa sortie. Donc pour ça, je vais mettre un chapitrage sur la vidéo et dans la description, comme ça vous pourrez directement choisir d'aller directement au but. La première polémique qu'on a pu voir apparaître, c'est le fait que House of the Dragon a su attirer les foudres de quelques fans après avoir aperçu ce qui semblait être un Targaryen avec une pigmentation beaucoup plus prononcée. Et je vais probablement en choquer plus d'un, mais moi, personnellement, je trouve ça ok. Et là, vous allez me dire que, après tout ce que t'as dit avant, sur le Seigneur des Anus, que tu reniais la série? Tout ce que j'ai dit avant sur la future série Le Seigneur des Anus, je le maintiens. Mais dans le cas de House of the Dragon, c'est un peu plus différent. J'ai donc fait mon enquête et malgré le fait que je ne sois pas très calé sur le sujet, je peux comprendre que ce choix peut paraître surprenant avant de taxer bêtement les offusqués de racistes, comme d'habitude, en guise de carte joker. Pour moi, c'est ok, car j'ai cru entendre dire qu'il ne s'agit en fait pas d'un Targaryen, mais bien d'un Velaryon. Ça reste quand même un peu bizarre, puisque la maison Velaryon et Targaryen descendent tous deux des Valyriens. Donc c'est un choix artistique particulièrement étrange, non? Puisque là, on nous dit ouvertement qu'ils viennent tous deux du même endroit, sauf que physiquement, ils ne sont clairement pas pareils. Contrairement à ce qu'on avait indiqué dans le livre, d'après ce que j'ai lu. Mais il faut aussi admettre que ce genre de choses est possible dans cet univers. Vu qu'on sait très bien que différentes ethnies existent, disons simplement que je ne comprends pas pourquoi les Velaryons ont les cheveux platine. S'ils avaient les cheveux noirs, je me dirais oui bah ok, là ça marche. Et ça ne m'aurait pas choqué non plus si des noirs aux cheveux blonds étaient déjà visibles dans la série d'origine. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. En fait je pense que ce qu'il aurait fallu faire c'est que tous les Valyriens soient noirs dès le début. D'autant qu'ils sont originaires d'Essos. Là où dans la série, si je ne me trompe pas, les peaux sont plus foncées. Normalement, les peaux blanches sont plus situées à l'ouest. Exactement comme dans le Seigneur des Anneaux. C'est fou hein. Et forcément, c'est normal que l'acteur en question s'offusque suite à des attaques racistes. Je veux dire, c'est humain et il ajoute même qu'il en a rien à foutre et qu'il ne veut pas demander au showrunner s'il a été choisi pour le quota. Et il a raison, car leur réponse risque de le décevoir. En effet, les showrunners ont pleinement assumé le fait que ce choix est purement idéologique, dans une quête de représentation. Oui, les enfants, aujourd'hui, il faut que tout le monde soit représenté.
c'est comme ça, même si ça n'a parfois aucun sens. Et oui, on appelle ça aussi le capitalisme. La lutte de la représentation n'a pour but que de faire vendre au plus grand public. Et ce, d'autant plus depuis l'explosion de la mondialisation. Les showrunners ont bien précisé qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ce méchant de Peter Jackson, qui lui ne travaillait qu'avec des goûts artistiques dans la tête. Non les enfants, ça c'était avant. Ça, je crois qu'on a bien compris qu'on ne vit plus dans la même époque. Est-ce que je vais en prison si je vous dis que c'était mieux avant? L'époque où on avait encore le droit de produire sans se soumettre aux politiques d'inclusion pour faire plaisir à la minorité de Twitter. Minorité qui d'ailleurs criera au génie lorsqu'on produit l'inverse. C'est juste propre à la société hypocrite dans laquelle on vit depuis 10 ans. Et spoiler, ça ne fait que commencer. George R.R. Martin, l'auteur d'origine, avait d'ailleurs déclaré qu'il avait songé à l'origine à faire des Vélarions déjà des personnages avec la peau noire et des cheveux platine. Oui, c'est vrai, mais tu ne l'as pas fait. Ça, c'est vraiment la petite phrase de l'auteur qui veut toucher son chèque, au même titre qu'Andrzej Sapkowski avec le Witcher de Netflix, alors qu'en vérité, il n'en a rien à foutre des jeux vidéo et de la série. Et voir ça, ça me glace le sang à l'idée d'imaginer à quoi aurait pu ressembler Tolkien si il était encore en vie. Néanmoins, je dois au moins saluer l'effort des showrunners pour avoir cherché à rendre la chose à peu près cohérente dans le lore. C'est pas la folie, mais ça a l'air déjà beaucoup plus recherché que ce qu'a l'air de proposer Prime Video avec leur future série Les Anneaux de Pouvoir. Deuxième et dernière polémique que je vais aborder dans cette vidéo, et je vous rappelle encore une fois qu'il y a le chapitrage disponible dans la description pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce genre de sujet. D'après les actrices de cette série, cette dernière va dénoncer le méchant patriarcat afin de donner une touche d'originalité, car c'est vrai que on ne parle pas de ça assez souvent dans les autres séries. De ce que j'ai cru lire, les femmes sont à l'honneur dans House of the Dragon. Il y aura donc moins de violence sexuelle envers les femmes. Bon, par contre, briser mentalement des mecs et tuer leur bébé, ça a l'air ok. Et à tous ces gens, j'ai vraiment envie de leur dire, mais est-ce que vous avez vu une série très connue qui s'appelle Game of Thrones? Je n'ai jamais vu une série qui dénonce autant le méchant patriarcat. La majorité des hommes puissants sont d'énormes FDP et les personnages principaux féminins finissent craqués en scénario. Apparemment, on a reproché une vision trop graphique des violences sexuelles, notamment la scène de viol de Sansa, la scène des noces de Sansa, une scène censurée. Putain, elle est censurée cette scène. Et je m'en souviens très bien, elle n'a jamais été changée puisque j'ai suivi la série semaine par semaine. De plus, les violences sexuelles ne sont jamais, au grand jamais, montrées de façon positive dans la série. Elles servaient au contraire à dénoncer l'environnement hostile dans lequel les femmes vivaient. Imaginez Le Dernier Duel, un film ouvertement féministe, sans ces scènes de viol qui pour le coup sont beaucoup plus graphiques. Bah c'est très con, car on passe à côté du propos féministe principal. Comment tu veux me montrer qu'une femme est forte et indépendante dans un environnement où tout lui est servi, dans un environnement qui n'est plus hostile à son égard? Au pire, faites des fictions comme La Princesse, je ne sais pas, avec des meufs surpétées, apparemment ça marche bien. Je crois qu'on aura besoin d'une bonne décennie pour que les gens comprennent les sujets qu'ils abordent. Bref, assez parlé, entrons maintenant dans le vif du sujet. Cette histoire est donc située à peu près 200 ans avant les événements de Game of Thrones. House of the Dragon nous montre ce qui précédait la guerre de succession des Targaryens, aussi appelée la danse des dragons. Ce premier épisode posera donc le ton sur l'enjeu de l'héritage des Targaryens, symbolisé d'un côté par le devoir autoritaire paternel et de l'autre le devoir fécond maternel. Un nouveau jeu des trônes va donc avoir lieu pour nous raconter cette histoire. Alors sur OCS, le programme est donc interdit aux moins de 12 ans. Et là, je me suis dit, ah donc ça sera définitivement moins salé que la série d'origine qui, elle, me semble-t-il, était interdite aux moins de 16 ans. Pourtant, ce premier épisode met fortement l'accent sur la violence, également le sexe, la nudité, comme toujours dans Game of Thrones. Mais surtout, ça va nous permettre de nous faire un premier aperçu sur la rugosité de certains personnages. Avec ça, on a une narration dès l'intro du premier épisode, chose qu'on n'avait pas dans la série originale. King Jaehaerys reigned over nearly 60 years of peace and prosperity, but tragedy had claimed both his sons.
leaving his succession in doubt. Mais au final, tant mieux car la complexité de l'univers est telle qu'on a très vite de se perdre, et même en connaissant un peu les bases du lore. En revanche, je pense que cette petite voix d'introduction pour narrer l'histoire n'apparaîtra que dans ce premier épisode. En tout cas, comme vous l'avez compris, l'histoire se concentre sur la complexité consistant à maintenir une lignée royale sur le long terme, la valeur de l'héritage, mais surtout les conséquences que peuvent impliquer les prises de décision particulièrement difficiles. Et c'est en ça que j'ai trouvé ce premier épisode plutôt réussi car il aborde toutes les bases de ce nouvel environnement qu'on ne connaît pas, tout en posant les premières ficelles qui auront un gros impact sur la suite et qui fera bien évidemment l'histoire de Feu et Sang. Et pour ce, on va nous mettre en avant une farandole de nouveaux personnages, et sans non plus en faire une indigestion, et ça aussi c'est réussi. Déjà, en premier temps, on nous présente la jeune Rhaenyra Targaryen, qui au premier abord incarne, vous savez, un petit peu le cliché de la jeune princesse en quête d'action, donc autant dire une espèce de Ciri 2.0, et en plus vous avez eu ses cheveux, hein. Mais j'imagine que son développement ira beaucoup plus loin, notamment pour ce qu'il se passe à la fin de ce premier épisode. On a aussi bien sûr son oncle Daemon Targaryen qui a l'air d'avoir une très grande importance dans l'histoire. On nous montre une très grande part de cruauté de sa main comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, mais j'ai l'impression qu'il cache une certaine faiblesse et ça reste à voir. Et je pourrais aussi citer Viserys Ier qui a l'air central dans ce début de saison, qui est présenté un petit peu comme un espèce, de Ned Stark, un personnage pour l'instant très gris et nuancé, qui cherche à être autoritaire malgré le fait qu'il soit parfois envahi par ses émotions. Et sur la forme, écoutez, j'ai envie de dire qu'on se retrouve à peu près ce sur quoi on nous a laissé lors des dernières saisons de Game of Thrones. Et quoi de mieux que de démarrer sur un effet wow. Je trouve que la série a pour l'instant pas trop à rougir face à ce que s'apprête à nous sortir Prime Video prochainement. Et là vous allez me dire, ouais t'exagères quand même, je veux dire c'est pas le même niveau. Bah c'est juste que House of the Dragon a clairement l'air de se concentrer sur l'écriture avant tout, ce qui laisse forcément moins de place à tout ce qui est visuel. Mais ce fameux visuel, on peut en parler si vous voulez. D'entrée, on nous pose une ambiance forte sur la culture Targaryen. Ils ont choisi une direction artistique très portée sur la verticale, grâce à Port-Réal, probablement pour symboliser l'harmonie qu'ils ont avec les dragons en cette époque. Mais avec ça, le design des costumes est parfaitement léché et nous permet de bien différencier ces différentes cultures dont je vous ai parlé. De ce que je comprends, plusieurs maisons cohabitent pour l'instant à Port-Réal et on le ressent vraiment bien dans le style apporté dès ce premier épisode. Et quand je vous parle des costumes, je ne vous parle pas que des armures, mais également des robes. Les robes sont magnifiques. Elles sont pleines de détails, mais sans en faire trop. Enfin, sans en faire une indigestion. Disons que c'est riche en restant crédible et on dispatche bien la noblesse du bas peuple. La photo, elle, est en harmonie avec tout ce que je vous ai décrit. Elle propose une colorimétrie différente sur chaque environnement. Et de plus, certains décors ne vous seront pas inconnus. Et ce casting est un vrai régal. D'ailleurs, j'ai lu quelques commentaires avant de tourner cette vidéo. Je vois que je ne suis pas le seul à penser ça. La présence de Matt Smith fait déjà plaisir, mais voir Graham McTavish avec une magnifique armure sur le dos n'a pas de prix. Alors rappelons quand même pour les non-initiés que House of the Dragon, c'est beaucoup de blabla. N'oublions pas que Game of Thrones à l'origine est une série politique. Et c'est justement ça que j'appréciais dans les premières saisons, chose qu'on a énormément perdu dans les dernières, depuis qu'ils se sont éloignés des livres. Et j'imagine qu'on retrouve cet effet dans cette première saison du fait qu'elle adapte à nouveau un roman avec de plus l'auteur d'origine en tant que consultant. On se retrouve donc avec des dialogues beaucoup plus soignés. Le montage, lui, va donner ce qu'il peut pour mélanger d'une part la politique avec ces quelques scènes d'action afin de redynamiser l'ensemble. Du côté de la musique, Ramin Djawadi est toujours aux commandes, ça c'était vraiment obligatoire. Et laissez-moi vous dire que ça s'entend car on a à nouveau le thème de Game of Thrones, enfin en tout cas qui s'y rapproche le plus possible, mais c'est aussi ça qui est un peu dommage car j'aurais aimé quelque chose de nouveau pour différencier vraiment cette nouvelle série. Ici pour l'instant les nouveaux thèmes sont un peu monotones et j'espère voir apparaître un peu plus de fraîcheur. De plus, je n'ai pas eu l'impression de voir de générique, en tout cas pour l'instant, donc attendons de voir l'épisode 2. On croise les doigts pour un vrai nouveau générique avec une vraie nouvelle musique. Ce premier épisode de House of the Dragon est donc intriguant. J'ai l'impression qu'il nous sert surtout de prologue pour nous montrer l'essentiel
de ce qu'on va pouvoir goûter dans cette première saison. C'est-à-dire que là pour l'instant, on a compris tout l'enjeu politique, ce qu'il se passe dans la tête des personnages et aux dangers auxquels ils peuvent être confrontés. Je vais donc suivre le reste de très près avec grand intérêt et j'espère que beaucoup d'entre vous en feront de même. En tout cas, si vous avez déjà vu ce premier épisode, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.